La parole est à Monsieur Jean-Michel Baillet pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur, Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, oui, je le dis, c'est avec une émotion particulière qu'il me revient de parler au nom des sénateurs radicaux de gauche, alors que notre Assemblée entame l'examen de ce qui est, j'ai envie de dire, bien plus qu'un simple projet de loi et s'inscrit dans la lignée des grands textes emblématiques, la loi Veil, l'abolition de la peine de mort, l'instauration du Pacs. Ah ben oui, mais vous étiez... Oui, la peine de mort. J'étais député, monsieur le sénateur, en 1981, et j'ai voté l'abolition de la peine de mort. Et je me souviens ce que vos amis politiques disaient à l'époque. Alors, mes chers collègues, beaucoup d'arguments ont été échangés, et pas toujours de bonne foi, nous en avons déjà la démonstration, autour de la question de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Je souhaite cependant que la discussion de ce projet de loi, ou plutôt justement la manière dont se déroulent nos débats, permette un travail législatif de qualité dont pourrait s'enorgueillir notre Assemblée, car il s'agit, mes chers collègues, de notre responsabilité collective, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. Je veux tout d'abord saluer le vaste travail accompli par le rapporteur Jean-Pierre Michel, qui a su mener sa mission avec respect et assurance. Les auditions, une quarantaine au total tout de même, nous ont permis d'entendre représentants d'associations d'élus, des cultes, scientifiques, philosophes, juristes, et de ces dizaines d'heures préparatoires, et bien sûr indispensables à l'examen du texte, je relèverai plus particulièrement cette phrase de l'anthropologue Françoise Héritier, qui nous interroge sur ce que constitue notre humanité. Le propre de l'humain est de réfléchir à son sort et de mettre la main à son évolution. Il n'a, dit-elle, aucune raison de refuser les transformations dans l'ordre social au seul motif que ses ancêtres ne vivaient pas ainsi il y a plusieurs millions d'années. Il accepte bien les innovations technologiques, il les recherche même. Pourquoi repousser celles ayant trait à l'organisation de la société? Le mariage, poursuit-elle, cadre à forte charge symbolique, est devenu pensable et émotionnellement concevable comme ouvert à tous, ce qui correspond aux exigences comme aux possibilités du monde contemporain, donc de notre caractère d'être humain. Voilà ce qu'a dit Mme Héritier devant la Commission. Et pour revenir à des considérations plus politiques, je voudrais m'attarder sur l'opportunité de discuter aujourd'hui une telle réforme. Certains commentateurs de la vie politique, même certains opposants au texte, nous disent « Mais pourquoi discuter d'un tel texte de loi alors que notre pays traverse une grave crise, la plus grave peut-être depuis des décennies ?» Et si l'on retourne cet argument, cela revient à estimer que ces avancées ne pourraient se faire qu'en période de prospérité. Aurions-nous dit, par exemple, en 74-75, qu'il aurait été futile de légiférer sur l'interruption volontaire de grossesse au motif que notre pays subissait les conséquences du premier choc pétrolier? Bien sûr que non. Je pense, pour ma part, qu'il n'y a, mes chers collègues, jamais de mauvais moment pour faire avancer l'égalité. Et à ceux qui opposent au social et sociétal, je rappellerai les textes discutés dans ces travées depuis l'été dernier. Emploi, emploi à venir, CICE, contrat de génération, loi bancaire, et en ce moment même, aujourd'hui, les députés débattent de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, texte bien sûr déterminant en texte de compétitivité pour l'entreprise et de sécurité pour les salariés, voulu par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et j'ajoute que les réformes sociétales, comme les réformes sociales, ont toute leur place dans les projets du quinquennat. Cela avait été dit, cela avait été promis, cela est donc
réalité aujourd'hui. Et si nous sommes saisis de l'ouverture du mariage pour tous aux couples de même sexe, c'est que nous sommes à la conjonction de deux mouvements. Le premier considère le mariage à la fois comme un contrat et comme une institution en perpétuel mouvement. Le second concerne l'inclusion des personnes homosexuelles au sein de la société. Madame la garde des Sceaux, vous aviez brossé, alors que vous présentiez le texte devant l'Assemblée nationale, avec l'ardeur et le lyrisme que nous vous connaissons, un panorama des évolutions du mariage au fil de celles de la société. Je me bornerai donc à en rappeler simplement quelques dates. 1791 tout d'abord, où l'article 7 de la Constitution du 3 septembre opère une sécularisation du mariage qui, aux yeux de l'État, n'est plus un sacrement, mais un contrat civil, et il faut bien que tout le monde l'entende, y compris dans la rue. Le mariage, tel qu'il est aujourd'hui, procède d'un cheminement dont un certain nombre de lois constituent autant d'étapes décisives. Loi de juin 1970 qui institue la pleine égalité entre les conjoints et qui substitue l'autorité parentale à l'autorité partenaire. Oui, il y a eu une époque où la droite était un peu plus progressiste qu'en ce moment, je vous l'accorde. Loi de juillet 1975 qui modernise le droit au divorce. De même, s'agissant de la filiation, il y a un avant et un après-loi de 72. Cette dernière qui posa le principe de l'égalité entre enfants légitimes et enfants naturels. Plus récemment encore, et Madame la ministre de la Justice l'évoquait, sur la question de la transmission des patronymes, la loi de juin 2003 dispose qu'un enfant peut porter soit le nom de sa mère, soit le nom de son père, soit les deux, même commentaire que précédemment. Ces évolutions, ressaisissez-vous, voyez comment vous filez du mauvais coton. Ces évolutions du mariage apportent donc la démonstration qu'il est bien une institution vivante. Et parallèlement, qu'on le veuille ou non, se sont développées des formes alternatives de famille. En effet, gardons à l'esprit qu'aujourd'hui, plus de la moitié des enfants nés en France sont issus de couples non mariés. Familles divorcées, familles recomposées, familles hors mariage, familles monoparentales, familles homoparentales sont donc une réalité que nul ne peut sérieusement contester. Ayons donc, mes chers collègues, le courage de regarder notre société en face. Ne faisons pas comme ceux qui s'ébrouent à Neuilly, l'avenue de la Grande Armée. La proximité de l'hippodrome de Longchamp n'oblige pas aux portes de hier. Alors, mes chers collègues, le second mouvement est plutôt un combat pour l'acceptation par la société d'une sexualité hors du schéma traditionnel un homme, une femme. Arrêtons-nous, si vous le voulez bien, un instant sur l'histoire de l'homosexualité, longtemps criminalisée, car jugée subversive et contre nature, elle fut pendant de longs siècles durement et cruellement réprimée. Elle fut ensuite perçue comme une atteinte aux bonnes mœurs et même considérée comme une maladie mentale par l'OMS qui la classa comme telle et par le droit français jusqu'au début des années 90. Et c'est dans cette longue marche pour l'égalité que je veux évoquer le rôle prépondérant de notre collègue, le sénateur radical Henri Caillavet, récemment disparu, qui déposa dès 1978 une proposition de loi visant, ici même, à abroger les discriminations légales dont les homosexuels faisaient l'objet. Parlementaire exigeant, homme de tolérance, guidé par son grand humanisme et son indépendance d'esprit, il fut le premier à oser brandir l'étendard de l'égalité, quelle que soit l'orientation sexuelle. Nous, radicaux de gauche, sommes ses héritiers et continuons aujourd'hui son combat. Mes chers collègues, en 1999, un pas décisif fut franchi avec l'adoption du pacte civil de solidarité. Je me souviens, c'est l'apanage des parlementaires disposant d'une certaine expérience, des débats qui ont entouré son adoption. J'y vois même des analogies avec les discussions autour de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Je me remémore les prises de parole outrancières, les arguments alarmistes, les esclandres et chausses-trappes parlementaires.
Bref, il y a quand même dans ce débat comme un air de déjà-vu. Et je veux vous poser fermement la question. Qui aujourd'hui remet en cause le Pacs? Entre 2002 et 2012, soi-disant, personne dans ce qu'était alors la majorité, pas même ceux qui à ce moment-là s'étaient montrés les plus virulents, n'a souhaité revenir sur cet acquis. Et depuis l'adoption du Pacs et le renforcement de certaines dispositions, des procédures ont été lancées, notamment auprès du Conseil constitutionnel, par le biais d'une QPC, mais également auprès de la CEDH, afin d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. Les décisions de ces deux juridictions n'ont au final pas surpris, elles ont permis d'alimenter le débat et en renforcer l'idée qu'une telle réforme doit naturellement découler d'un choix politique. C'est la raison pour laquelle j'ai porté cette proposition lors de la campagne des primaires citoyennes au nom des radicaux de gauche et que tout naturellement, Madame la Ministre, j'apporte aujourd'hui mon soutien sans réserve à ce texte. Car au-delà du symbole, si fort soit-il, il nous revient à notre qualité de législateur de prévoir les implications concrètes de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Ceci nous impose de veiller à la qualité du texte en droit. Nous serons donc tout particulièrement vigilants au cours de l'examen des articles. Cela a été répété, il ne s'agit pas de modifier les règles en vigueur pour les couples hétérosexuels, mais d'appliquer et d'adapter ces règles aux couples de même sexe. D'aucuns auraient préféré, ça vient d'être rappelé à la tribune, que l'on reconnaisse cette égalité, mais sans que l'on puisse appeler cela mariage. Je crois pour ma part que la force de votre projet de loi, Madame la Ministre, est précisément dans cette appellation. D'autre part, la question de la filiation est également au cœur de cette réforme et François Héritier, encore elle, éclaire notre débat en différenciant la parentalité, l'engendrement, enfantement et la filiation. La filiation, dit-elle, est la règle sociale qui détermine la filiation d'un enfant à un groupe en lui conférant droits et devoirs. Elle se différencie de la vérité biologique, ajoutant qu'on ne peut être investi à la parentalité et transmettre la filiation sans être géniteur, c'est l'adoption légale. D'ailleurs, s'agissant de l'adoption, cette réforme permettra, soit dit en passant, de sortir de l'hypocrisie. En effet, aujourd'hui, et depuis la loi de 1966, des personnes célibataires peuvent obtenir un agrément d'adoption, alors que les couples homosexuels ne le peuvent pas. L'absurdité de la situation contraint certains homosexuels à entamer des démarches en tant que célibataires. Les conseils généraux qui délivrent les agréments rencontrent ces situations au quotidien et en tant que président de conseil le Tarn-et-Garonne, j'y suis confronté et je vous le dis, dès 2011, j'ai eu à traiter de dossiers d'adoption relevant de l'homoparentalité auxquels j'ai accordé l'agrément et j'en suis fier. Cette décision n'a pas été une décision politique, mais prise naturellement après avis de la commission compétente. Alors, mes chers collègues, poser la question de la filiation, c'est également interroger les consciences sur certaines avancées scientifiques. L'assistance médicalisée, la procréation, la gestation pour autrui. Notre Assemblée s'est saisie de ces évolutions. Et je citerai notamment le rapport d'information « Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui » publié dès 2008 par 3 de nos collègues. Tout en faisant remonter ces pratiques dans ce rapport, disait-il, à l'Ancien Testament, mentionnant notamment l'épisode de la conception et la naissance d'Ismaël, fils d'Abraham, je ne suis pas un spécialiste de la question, fils d'Abraham, ce rapport présentait plusieurs préconisations intéressantes. Ces thématiques ne sont pas exclusives aux futurs couples homosexuels. La PMA existe déjà pour les couples ayant des problèmes de fertilité à travers la fécondation in vitro et l'insémination artificielle. Bien sûr, les questions soulevées se posent en termes de bioéthique et ne sauraient être introduites par voie de simple amendement. De plus, si moi-même et mes amis radicaux restent opposés à la GPA, nous soutenons, et nous l'avons présenté, une proposition d'amélioration du texte afin de permettre, Madame la Ministre, la transcription à l'état civil français des actes de naissance, mais ce n'est pas par voie d'amendement, des actes de naissance d'enfants nés à l'étranger, vous vous intéressez aux enfants, vous l'avez dit tout le temps, du fait d'une gestation pour autrui, ceci dans leur intérêt supérieur et afin de remédier à leur insécurité juridique. Car regardons ce qui se passe à l'étranger. Je ne vais pas revenir dans le détail, excellemment présenté par Madame le garde des Sceaux, mais tout de même, la voie nous est tracée, non seulement dans les pays européens, mais également dans d'autres pays réputés plutôt conservateurs, subissant
plus que la France, l'influence de l'Église, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, ou même en Uruguay, la majorité a vu les sénateurs de l'opposition se joindre à leurs propositions pour justement porter le mariage pour tous. Je vous encourage, chers collègues de ce bord de l'hémicycle, à suivre ce bel exemple. Car nos sociétés évoluent. J'entends dire que le droit n'a pas à courir derrière les évolutions sociétales. Je réponds, peut-il les ignorer? Notre droit peut-il demeurer hermétique à la société à laquelle il s'applique? Nous ne le pensons pas. Personne ici. Alors, Madame le garde des Sceaux, vous avez déclaré lors de votre audition par notre Assemblée, le projet de loi est marqué du sceau de l'égalité. Je ne peux qu'abonder en votre sens, et je vais même plus loin, il est aussi du sceau de la liberté, car avec le vote de cette loi, chacun aura la liberté de s'unir ou de ne pas s'unir avec son conjoint, quel qu'il soit, de vivre en concubinage, de contracter un pax ou un mariage. Il s'agit enfin, et vous l'avez dit, d'une loi de fraternité et d'humanisme en ce qu'elle reconnaît indistinctement couples hétérosexuels et homosexuels et qu'elle accueille avec la même bienveillance toutes les formes de famille. Notre pays est prêt. J'ai confiance en nos compatriotes et c'est fort de cette confiance que les sénateurs radicaux apportent tout leur soutien à ce texte. Merci.